2 poemas muy breves. El primero se llama El deseo es un huésped. El deseo es un huésped. Se entra en el amor con el bullicio de chiquillos que juegan en una piscina. Se sale del amor con el silencio de 2 viejos que miran en la playa la lenta asfixia de un ahogado. Le désir est un hôte. On entre en amour dans un brouhaha d'enfants qui jouent dans une piscine. On quitte l'amour dans le silence de 2 vieillards qui regardent sur la plage la lente asphyxie d'un noyé. Líneas de fuga. Huir. Huir lejos del odio y sus madrigueras, encendidos de pasión y búsquedas. Huir por desesperaciones y refugios con un equipaje de amor y desasosiego. Huir hacia una hora sin puntos cardinales, como equilibristas por el fino cordel de la cordura o como mendigos que persiguen un merecido corazón sobre la tierra. Huir, huir guiados por brújulas rotas, huir confiando en la fuga, huir para encontrarnos. Ligne de fuite. Fuir loin de la haine et de ses tanières, portés par la passion et la quête. Fuir et aller de désespoirs en refuge, avec pour seul viatique l'amour et le trouble. Fuir vers un temps sans points cardinaux, comme des équilibristes sur la corde frêle de la sagesse, ou comme des mendiants qui poursuivent un cœur bien mérité sur cette terre. Fuir, guidés par des boussoles brisées. Fuir et croire en la fuite. Fuir pour se retrouver. J'avais un grand-père, il s'appelait Manuel de Corposanto, il était paysan, il parlait beaucoup, parlait tout le temps, parlait avec des animaux, parlait avec d'autres gens, avec la montagne, avec les arbres, avec les nuages, et aussi il parlait quand il était seul. Et l'autre grand-père s'appelait Manuel de Sigras. Il était charpentier et il ne parlait rien. Rien. Il seulement disait bon. C'est l'histoire de bon. Era de un andar lento, pensativos pies escrutadores, de un hombre sorprendido de estar vivo. La última obra fue La máquina asombrosa, un carro del país extraño a nuestros ojos, como una aeronave medieval que él construyó
en un rincón urbano. Era el tiempo de ir a la luna, de pisarla, errarla, pero él midió el transporte para traerla al valle, la luna, por las rutas del estiércol y las algas. Decía, bo, 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 bo. Decía, bo. También hacía esquinas, justo el ángulo que necesita un hombre para que no le dispare la historia por la espalda. Abrió con el filo de su cuerpo un rincón en la taberna. Se respetaba el lugar porque lo había hecho él, hacia adentro, tallando la sombra con una macheta de silencio. También había hecho la luz de la lámpara con los filamentos de su cabello crespo, un blanco de zinc incendiado, de paz atormentada. Decía, bo, 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 bo. Decía, bo. Hacía con las manos cada cigarro y el humo leal, pesaroso. Era la cordillera que sostenía un desconocido país encima de las nubes, un infinito campo de centeno injertado en los últimos pájaros. Decía, bo, 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 bo. Decía, bo. Dentro de la noche, una noche al pasar, la voz sacerdotal. Le hace falta un responso, Manuel. Y él subió a lo alto de sí mismo. La última voz. En la última escalera. Bah. Amé aquella música. El gorgojear de la soledad. Los dedos sinceros a recoger los dientes de leche que mordieron el hielo. Los huesos menudos del son tumefacto. Los gritos que brotaban del suelo. El scat de un jazzman decía pa, 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 pa. Decía pa. Nunca nada pidió el carpintero. Todo lo hizo él con las manos. Incluso la sombra para andar el día de marchar. Decía, va. Il allait d'un pas lent, les pieds pensifs et scrutateurs, d'un homme surpris d'être vivant. Son dernier ouvrage fut une machine étonnante, une charrette du pays, aussi étrange à nos yeux qu'un aéronef médiéval qu'il avait fabriqué dans une grotte urbaine. C'était l'époque du voyage sur la Lune. On l'a foulé, on l'a marqué au fer, mais il perfectionna le transport qui la conduirait dans la vallée, sur les routes du fumier et des algues. Il disait « Bon, 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 bon ». Il taillait aussi des empoignures, juste l'angle nécessaire à un homme pour que l'histoire ne lui tire pas dans le dos. Du fil aiguisé de son corps, il fit un recoin dans la taverne. On respectait le lieu parce qu'il l'avait ouvert vers l'intérieur, tranchant l'ombre d'une hache de silence. Il avait fabriqué la lumière de la lampe avec les filaments de sa chevelure crépue, un blanc de zinc embrasé de paix tourmentée. Il disait « Bon, 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 bon ». Il disait « Bon ». Ses doigts roulaient chaque cigarette, et la fumée loyale, morose, était la cordillère qui soutenait un pays inconnu au-dessus des nuages. Un champ de seigle infini, greffé au cœur des derniers oiseaux. Il disait « Bon, 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 bon ». Au creux de la nuit, une nuit en passant la voix du prêtre. « Il lui manque un répond, Manuel !» Et il monta à la cime de lui-même, le dernier mot sur la dernière marche. Bon. J'aimais cette musique, ce gargouillis de la solitude, les doigts sincères,
enveloppant les dents de lait qui croquèrent la glace, les os minuscules du son tuméfié, les murmures qui jaillissaient du sol, le scat d'un jazzman. Il disait « Bo, 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 bo ». Le charpentier n'a jamais rien demandé. Il fit tout, de ses mains, jusqu'à l'ombre pour cheminer le jour de l'ultime départ. Il disait « Bo, 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 bo ». Bueno, a continuación, dos poemas muy breves. El primero de ellos titulado Patria. Patria. Cuando al extranjero le preguntaron por su procedencia, éste señaló uno a todos los habitantes de la ciudad. Patrie. Quand on demanda à l'étranger son origine, il désigna un à un tous les habitants de la ville. El siguiente se titula El idioma del laberinto. El idioma del laberinto. Nada se entiende en estos días. ¿O no somos todos extranjeros en la ciudad del ruido y del dinero? Frente a los signos vencidos, el hambre de un lenguaje diferente y crucial que pudiera aprenderse sin dificultad ni daño. Le langage du labyrinthe. Plus rien n'est compréhensible aujourd'hui. Ne sommes-nous pas tous étrangers dans cette ville du bruit et de l'argent? Face aux signes vaincus, naît une soif de langage, différent et crucial, qui pourrait s'apprendre sans difficulté et sans peine. Queríamos agradecer a estas tres maravillosas representantes esta noche de nuestras palabras, de nuestros versos, a Cecil, a Paloma y a Caroline, así como al taller de alumnas y alumnos de la Facultad de Letras y Humanidades que ha hecho posible la traducción de las letras de José María y mía. Les pediríamos un aplauso para ellas. Hay un espacio, hay un lugar en el que pasamos muchas horas de nuestra vida y, sin embargo, aparece muy poco en la poesía contemporánea. Ese lugar es el espacio de trabajo. Yo quise escribir un poema sobre esa materia y me di cuenta de que, claro, escribía sobre el oficio de las palabras. Labor. Yo traje a este sitio mi cuerpo y aquí lo desgasto en jornadas. Aquí me esfuerzo de luna a luna hasta que la palabra descanso florece hermosísima en los labios. El techo bajo el que nos guarecemos es provisional e inestable. En ocasiones confundimos todo esto con un hogar. Conformamos una familia extraña. Hermanos bajo las luces permanentemente encendidas de la videovigilancia, sacándole punta al tiempo en una labor enhebrada por obediencias y desobediencias, sutiles percepciones, soledades y compañías,
diálogos callados. Vistos desde lejos, parecemos granos de arena arrastrados por un viento inútil. ¿Y qué importa? Nos decimos los unos a los otros. Pero en los sueños murmuran sombras que nos interrogan y nos turban, que musitan. ¿Cómo se puede ser desierto? ¿Cómo se puede ser arena sin ser desierto? ¿Cómo se puede ser arena sin ser desierto, sin sufrir la sed? El jornal no paga la sangre de mis horas, su alto sacrificio. En el trabajo está prohibido hablar, pero yo hablo. Todos hablan. Travail. J'ai porté ici mon corps et c'est ici que je l'use du matin au soir. C'est ici que je me fatigue du soir au mouroir, jusqu'à ce que le mot repos fleurisse, étincelant dans ma bouche. Le toit sous lequel nous nous abritons est provisoire et instable. Parfois, nous pensons à tort qu'il s'agit d'un chez-soi. Nous formons une étrange famille de compagnons sous les lumières sans cesse allumées des caméras de surveillance qui taillent le temps dans un travail oscillant entre obéissance et désobéissance, des perceptions subtiles entre solitude et compagnie, des dialogues chuchotés. De loin, nous ressemblons à des grains de sable emportés par un vent inutile. Mais qu'importe, disons-nous entre nous. Mais dans nos rêves, des ombres murmurent, nous interrogent et nous troublent. Elles chuchotent. Comment peut-on être un grain de sable si l'on n'est pas un désert, si l'on n'éprouve pas la soif? Le travail, du soir au matin, ne paie pas le sang de mes heures, son très haut sacrifice. Au travail, il est interdit de parler. Mais moi, je parle. Nous parlons tous. Voilà, ce sont les quelques poèmes que les poètes avaient décidé de partager avec vous. Maintenant, je ne sais pas, peut-être on pourrait allumer la lumière, que la lumière soit. Bien, moi je voulais dire deux petites choses. C'est que je suis très contente parce qu'il y avait longtemps que j'avais envie que la voix des poètes espagnols soit entendue en Limoges. Donc pour moi c'est une émotion que d'avoir présenté ces trois poètes et que vous soyez tous là à les écouter. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez peut-être partager avec eux, les uns et les autres, avec Manuel Rivas, avec José María ou David. Peut-être pouvez-vous partager vos impressions, si vous avez des questions, des émotions. Voilà. C'est toujours le moment difficile. Qui va se lancer à l'eau ? Personne ne sait nager. Oui. Est-ce qu'on aurait, Patricia, aurait-on... Merci. Ça marche, oui. Qui vous... pardon. Normalement, c'est...
Bueno, me llamo Samuel y yo he elegido hablar castellano porque aunque hoy sea hijo de Francia, fue antes hijo de España también. Y por respeto de esta parte me propongo de hablar español. Bueno, y al lado de eso, me puse una camiseta militar de España sin saber lo que me iba a encontrar aquí. Y me encuentro con profesores de vuestra calidad. Y quería también agradeceros también por haber venido aquí a compartir con nosotros tanta sabiduría, ¿no? Bueno, mi pregunta era esa, muy simple. Para el señor de la izquierda, ha dicho que, ha dicho a empezar que el problema de hoy era que había muchos vigilantes y muy pocos locos. No sería al revés, porque no entiendo muy bien. ¿Se puede explicar? Gracias. Gracias, Samuel, por tu pregunta. Y en la segunda parte del poema digo que el problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Pienso que la locura que nombro es la locura de estar fuera del orden para ser y asumir el peso de estar fuera del orden, aunque se corra el riesgo de que te llamen loco. A esa locura me refiero y no a la terrible locura que supone a la terrible enfermedad de la locura, que es dolor, ¿no? Quizá la segunda parte del poema ayuda a entender la primera, por eso lo terminaba. Sí creo que estaríamos todos de acuerdo en que hay muchos vigilantes y demasiados vigilantes y pocos locos en el sentido de maravillosos locos. Quizá echamos de menos que hubiera más maravillosos locos. Entonces, porque yo creo que estar loco se define según, cuando yo no te entiendo a ti, ¿Sí? es que para mí eres un loco. ¿O no? Sí. A veces, como es la ley y como es el orden, a veces uno prefiere ser loco para estar fuera de la ley y el orden que no nos gusta. En ese sentido lo comentaba. A veces es bueno que los demás te digan loco si te lo dicen por intentar vivir de verdad, por intentar vivir de veras, aunque no sea fácil. Ese es el sentido en el que lo decía, aunque la palabra es polisémica y tiene sus riesgos, pero cuando jugamos con palabras, jugamos con fuego y a veces podemos quemarnos un poco, aunque con el fuego siempre hay calor también, ¿no? Gracias por la pregunta, Samuel. Merci. Je voudrais quand même préciser, il faudrait peut-être qu'on traduise parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je crois, ce soir, qui ne comprennent pas l'espagnol. Ils sont venus parce que par intérêt pour la poésie, pour écouter la langue dite par les poètes, mais je crois qu'ils aimeraient pouvoir participer en français et échanger en français. Donc je voudrais... Est-ce qu'on peut... alors d'abord, est-ce que tu peux rapidement traduire et puis une synthèse et puis éviter de faire des dialogues en espagnol. Je suis désolée, mais il faut penser à tout le monde. Bon, donc très... Le dialogue a eu lieu à la fac, je crois, le dit après-midi, donc bon. Donc dans les grandes lignes, la question portait sur la folie dans le premier poème qui avait été lu par David, sur la nature de la folie en fait qui était évoquée. Donc pour David, la folie, c'est l'être à côté aussi, l'être en dehors de l'ordre établi, de la loi peut-être. Et la folie qu'il évoquait dans ce poème est une folie qui est belle et qui devrait être réjouissante et qu'il nous souhaite. En gros, voilà. Enfin, c'est très très grossier, mais voilà.
Je ne pensais pas que ça allait comme ça dialoguer, donc... Alors quelqu'un souhaite prendre la parole à nouveau? Voilà, les gens qui découvrent la poésie espagnole. Un petit peu plus terre à terre, j'aimerais connaître le titre du livre où il parle de ses grands-pères. C'est La disparition de la neige. D'accord, merci. Quería preguntarle a Manuel si La lechera de Vermeer fue primero poesía o cuento. Je voulais demander à Manuel Rivas si La lechera de Vermeer était en premier un poème ou un conte. Il fait partie de recueil de contes d'Émile Alexandre. Fue primero poesía. Fue primero poesía. Creo que además detrás de un cuento, detrás de una novela, hay como una especie de espora, de célula madre, que suele ser una idea poética, ¿no? Una poesía que después se expande, ¿no? Que después se expande en círculos concéntricos. Voilà, ça a été d'abord une poésie, puisque Manuel Rivas pense que au départ, il y a toujours cette spore, cette cellule mère qui ensuite se répand pour devenir littérature. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à nouveau? Non. Attendez, je vous donne le micro. Attendez, monsieur, pardon. Quisiera preguntarle a Manuel si solo escribe en gallego o si a veces también escribe en castellano. Dijiste hace años que el gallego era para ti la lengua del corazón, pero quisiera saber algo más. Je voudrais savoir si Manuel écrit uniquement en galicien ou s'il écrit aussi de temps en temps en castillan, parce qu'ici il y a aussi des gens qui écrivent en occitan et pas en français. Bueno, la mayoría de los textos escribo originalmente en gallego. La plupart des textes sont écrits à l'origine en galicien. Al principio no fue una elección, digamos, muy meditada, muy elaborada, no fue una decisión tampoco, digamos, por aspectos diferentes de la propia literatura. Alors, ce n'est pas un choix, comment dire, très... je ne me souviens plus, alors aidez-moi. Il y en a beaucoup. Fue un comienzo, cuando me puse a escribir, escribí en gallego. Voilà, ça n'a pas été un choix conscient, réfléchi. En fait, ça a été, on va pouvoir dire, une sorte de pulsion. Quand il s'est mis à écrire, il s'est mis à écrire en galicien. Quizá fue una percepción de trabajar con las palabras, con palabras heridas, ¿no? C'était plutôt l'impression de travailler avec des mots blessés. Porque, bueno, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en los espacios públicos, es decir, mi educación nunca, ni en la escuela ni en el instituto se me enseñó gallego, ¿no? Parce que de toute façon, on n'enseignait pas le galicien, ni à l'école, enfin, il ne l'a jamais appris, ni à l'église. Enfin. Pero como la boca de la literatura no está solo en los profesores ni en los libros, ¿no? Mais comme la bouche de la littérature n'est pas seulement dans les professeurs et dans les livres, pues bueno, la encontraba en la calle, donc je la trouvais dans la rue, en los lugares donde se trabajaba y también donde se moría, ¿no? Dans les lieux où on travaillait et aussi où on mourait. En los hospitales también. Dans les hôpitaux. Y en los hospitales se habla mucho gallego. Dans les hôpitaux, on parle beaucoup galicien. Yo creo que las palabras también van allí, ¿no? A ver si... Les mots, elles vont traîner par là-bas aussi pour voir s'ils trouvent quelque chose. Y de todas formas, bueno, algunas cosas han cambiado, pero para resumir, en lugar de hacer un tratado sociológico, para resumir la situación de
del gallego que yo viví mientras fui niño y joven. Donc pour faire court et pour ne pas faire un traité de sociologie, donc il va parler de son expérience quand il était enfant. Se puede resumir con una conversación de un vecino de nuestro barrio. J'ai l'habitude de résumer en rapportant une conversation d'un voisin de mon quartier. Sí, que una noche llamó a la puerta y visitó a mis padres, ¿no? Donc il a frappé à la porte de chez mes parents. Y entonces venía muy contento y les explicó que por fin había conseguido algo por lo que llevaba luchando años. Et donc il leur a expliqué qu'il était très content parce qu'il avait obtenu quelque chose pour laquelle il avait lutté pendant très longtemps. Bueno, porque él tenía además un problema de asma. Il avait aussi un problème d'asthme. Y trabajaba en la construcción. Il travaillait dans les bâtiments. Que no parece muy indicado. Et ce qui n'est pas très indiqué quand on est y en classe. Entonces había conseguido un puesto de trabajo de conserje en una caja de ahorros, en un banco. Pardon. Et donc, il avait obtenu un poste de concierge dans une banque. Y bueno, que era, en ese medio, digamos, equivalía a capitán general o a gobernador civil. Et donc, ce qui équivalait dans ce milieu à être général ou gouverneur. Porque no llovía dentro del banco, ¿no? Parce qu'à l'intérieur de la banque, il ne pleuvait pas. Y entonces mi padre le dijo, pero tienes que ir con traje y con corbata. Et son père a répondu à ce voisin, mais il faut que tu ailles avec un habit, un costume et une cravate. Y dijo, no, por supuesto, ya me compré un traje y una corbata. Y hoy estuve probando la corbata. Et il dit, oh, oui, pas de problème, aujourd'hui je suis allé m'acheter l'habit et la cravate, et je l'ai essayé. Bueno, todo esto transcurría hablando en gallego, ¿no? Et tout ça en galicien. Pero cuando él contó lo de la corbata, dijo, bueno, me puse a probar la corbata y a medida que iba subiendo el nudo de la corbata, notaba que empezaba a hablar en castellano. Et donc, quand je me suis passé la cravate autour du cou et que j'ai commencé à la nouer, et au fur et à mesure que le nœud montait, je me suis rendu compte que je commençais à parler en castillan. Bueno, quiero decir con esto que lenguas, de todas formas, del corazón, para mí son todas, ¿no? Para mí el castellano o español, el castellano no es la lengua del poder, pese a las circunstancias que contaba antes de la infancia. Et donc, pardon. Et donc, de toute façon, pour lui, toutes les langues sont des langues du cœur. Et que même le castillan, pour lui, ça n'est pas la langue du pouvoir. Para mí el castellano es la lengua de la gente, del pueblo que lo habla. Et pour moi, le castillan est la langue du peuple qui la parle. Y la lengua de Lorca, de Machado. C'est la langue de Lorca, de Machado. De Cervantes, de Cernuda. De Cernuda. Bueno, muchos murieron fuera, como veis. Et beaucoup d'entre eux sont morts dans l'exil. Y es también mi lengua. Gracias. Estaba intentando entender.
Yo creo que siempre ha habido gente que ha intentado decir y decir de veras, y siempre ha habido gente, no hablo de generaciones, hablo de personas que han intentado desde la escritura, y no solo desde la escritura, también desde el arte, de resistir, de combatir al poder, combatir las injusticias del poder, y algunas veces han sido más visibles y han sido etiquetadas con una generación, y otras veces pues no se han visibilizado tanto. Al mismo tiempo hay que decir que nuestro país, como todos sabéis, pues ha estado muchos años en un... vale, es lo que es verdad. Donc, José María dice siento, que lo siento. voilà, il y a toujours eu Sí. des personnes ont toujours lutté, ont toujours résisté. Elles n'ont pas forcément été identifiées, n'ont pas forcément eu la même visibilité, mais elles ont toujours été là. Voilà. Igualmente hay que decir que durante todos los años en los que hemos sufrido una dictadura tan terrible como la que conocéis, es cierto que en nuestro país ha sido muy difícil, ha sido muy complicado poder hablar con libertad, y también, por supuesto, desde el arte, ¿no? Il est bien évident que pendant la période très difficile de la dictature, il a été extrêmement compliqué de s'exprimer. Pero siempre, como decía, ha habido gente que, a pesar de las dificultades, creo que ha intentado resistir e intentado enfrentar esas situaciones. Mais qu'il y a toujours eu des gens qui se sont essayés qui ont tenté de résister à cette situation, voilà. Même dans ces circonstances. Yo creo que hay una idea, primero, que a mí me parece que toda la literatura, bueno, por lo menos lo que considero por mi parte buena literatura y la que permanece, es siempre una literatura comprometida. Decía que a lo largo de la historia la literatura que permanece, yo creo que siempre es comprometida, ¿no? De toute façon, il dit, à travers l'histoire, la littérature qui demeure, qui nous arrive qui arrive jusqu'à nous, elle a toujours été engagée. Voilà. Sinon, elle n'arriverait pas jusqu'à nous. No, pero no hablo de idiomas. Il parle bien, oui, il veut préciser, Manuel Rivas veut préciser qu'il ne parle pas de la langue, il dit la littérature en général, hein, quelle qu'elle soit. Hay una idea del escritor portugués Miguel Torga, que me parece extraordinario, ¿no? Y decía que escribir siempre compromete. Il y a une idée du poète portugais Miguel Torga qui dit que écrire, c'est toujours s'engager. Pero también decía que el primer compromiso del escritor es escribir. Et donc le premier engagement de l'écrivain, c'est d'écrire. Y bueno, lo que creo que ocurre, digamos, un poco de específico en estas circunstancias, las circunstancias que vivimos ahora mismo, ¿no? Et donc je crois ce qu'il y a de spécifique dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, es que percibimos también que los que están, que entre la materia, digamos, la primera materia más sensible que sufre lo que llamamos así, o se llama genéricamente crisis, pero que podríamos llamar en España contrarreforma. et donc ce qui, en fait, ce que nous appelons aujourd'hui nous crise et qui serait plutôt de la contre-réforme, Pues es precisamente el lenguaje, las c'est palabras. justement ce qui souffre le plus de cette situation, ce sont les mots, le langage. Para mí el equivalente es a lo que sucede con las luciérnagas. Et pour moi, c'est l'équivalent de ce qu'il arrive avec les vers luisants, les vers luisants, les lucioles. Las luciérnagas con lo que llaman cambio climático, ¿no? Son los primeros seres
los que primero detectan esta violencia. Et donc, avec le changement climatique, ce sont les premiers êtres qui détectent cette violence. Decía Rulfo que, Rulfo recogía una creencia de los indígenas, ¿no? En México, de que bastaba una luciérnaga para poder orientarse en la noche, ¿no? Et donc, le poète Juan Rulfo, qui est un poète mexicain, reprenait une idée d'une croyance amérindienne, qui était que quand on mettait un ver luisant, une luciole dans la main, la première... Oui, elle suffisait à éclairer le chemin. A éclairer le chemin dans la nuit, excuse-moi. Y Pasolini en 1972 creo escribió un manifiesto, un trabajo, un artículo que era un manifiesto que se titulaba La extinción de las luciérnagas. Et Pasolini, dans les années 50, 1972. 62, parlait justement de la disparition des lucioles. Porque era algo, una realidad, no era una metáfora, era algo que estaba sucediendo. Alors, ce n'était pas une métaphore, c'était quelque chose qui était en train de se produire. El uso masivo de pesticidas y de herbicidas. À cause des pesticides, etc. Y quiero decir con esto que las palabras son como las luciérnagas, ¿no? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les mots sont comme les lucioles. Entonces, a veces no es una idea o una ideología, por lo menos en mi caso, no es una ideología ni siquiera a veces la situación, lo que te lleva del compromiso a las palabras. Ce n'est pas une idéologie qui guide vers un engagement des mots, pour les mots. Sino que es el trabajar con las palabras. C'est le travail avec les mots lo que te lleva al compromiso. Qui mène à l'engagement. Merci. Voilà, merci. Est-ce que c'est pas la lumière des lucioles qui tiennent les poètes en éveil, et cette lumière qui donne l'éveil à tout le peuple qui suit les poètes? Et est-ce que c'est pas justement cette lumière du poète qui tient tout le peuple en éveil? Lo que se me ocurre sobre esas palabras es que la poesía, además de una construcción estética que es fundamental. Il dit, ce qui me passe à l'esprit, c'est que la poésie, en plus d'être un montage esthétique, creo además que fue el primer lenguaje. Il pense que c'est le premier langage. Fue la poesía, ¿no? Ça a été la poésie. Junto con la pintura, que es un prelenguaje también, ¿no? En même temps que la peinture, qui est un vrai langage. Y fue el primer lenguaje en forma de cántico. C'est le premier langage sous la forme de cantique. Seguramente fueron los humanos los que imitaron a las aves, ¿no? Et certainement que ce sont les humains qui ont imité les oiseaux. En forma de lamento, cuando, digamos, los primeros ojos que reconocieron la muerte, ¿no? C'est-à-dire en forme de pleurs, parce que ce sont les yeux qui ont reconnu les premiers la mort. En forma de grito, de alegría. En forme de cri, de joie. De erotismo. D'érotisme. Entonces, evidentemente eso está en el núcleo
en el ADN de la poesía, ¿no? Et donc, c'est ce qui fait le noyau de la poésie. Pero también la poesía es información. Mais aussi, la poésie, c'est de l'information. Y me parece que además es una información esencial, básica, sobre la condición humana. Et il me semble que c'est l'essentiel, l'information essentielle, basique de la condition humaine, Que no se puede transmitir de otra forma, ¿no? qu'on ne peut pas transmettre d'une autre façon. Yo creo que de todas formas lo que podemos decir es el título de esto: quien canta su mal espanta. Y tenemos exactamente el mismo refrán en Lemosín, que es qui santo sumau e espanto. Bien. Bon, peut-être sur ces paroles. Pardon? L'espagnol, pas l'occitan, l'espagnol, mais Jean-Marc, peux-tu traduire? Oui, je voulais dire que le titre de ce recueil-là, c'est Qui chante effraie son mal. Et en espagnol, ça se dit Quien canta su mal espanta. Et en limousin, on a exactement le même proverbe qui est Qui santo sumau e panto. Exactement le même. Donc on peut résumer ça à la poésie. Bien. Je crois que sur les paroles de Jean-Marc, en espagnol, en castillan et en occitan, nous allons clôturer cette soirée en vous remerciant encore une fois.